Bonjour à tous, je passe en coup de vent, mais je reviens de la boîte aux lettres et j'ai deux petites choses à ouvrir, donc je voulais le faire tout de suite avec vous. Alors, la première. Alors, le premier roman nous vient des éditions de l'Observatoire. Il s'agit d'un roman de la rentrée littéraire qui s'appelle L'Ultime Testament de Giulio Cavalli. La couverture est très jolie. Je vous lis ça. Depuis que les émotions ont été abolies, le petit pays de DF ne s'est jamais aussi bien porté. Du centre pour l'enfance où sont élevés les nourrissons à la zone pavillonnaire où se voient assignés les adultes, les habitants de DF sont des êtres résolument raisonnables. C'est simple, tout ce qui est susceptible d'émouvoir est interdit. À quoi bon le rouge et le jaune quand existe le gris 422 et le noir 727 ? Fini la notion poussiéreuse de famille, ici le couple est un partenariat à visée reproductive en CDD et qui a besoin de musique et de peinture lorsqu'il y a la salle de sport où exsuder ses humeurs. Aussi, lorsque Fausto est surpris en flagrant délit d'émotivité, il n'y a pas de temps à perdre, direction l'hôpital. Mais comment ne plus ressentir quand la doctoresse Anna Cordio est si jolie et que son voisin de chambre cache des livres sous son matelas ? Les habitants de DF sont des êtres résolument raisonnables, jusqu'à l'étincelle. Giulio Cavalli poursuit son exploration du roman d'anticipation comme arme politique et littéraire, une grande œuvre, désespérément drôle, joyeusement tragique. Ce pitch me plaisait énormément, je trouve ça hyper intéressant et je suis très intriguée de voir un peu comment les choses sont abordées. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir découvrir celui-ci, que je vais emmener probablement en vacances au mois d'août et que je découvrirai sur une plage du sud. Ensuite, ah oui, alors, avant de vous présenter ce roman, il faut que je vous explique un peu le contexte. La semaine dernière, et c'est vrai que j'en ai pas parlé, j'ai été sélectionnée pour faire partie des membres du jury du prix pour le festival Sans Nom de Mulhouse. Donc chaque année a lieu le festival Sans Nom à Mulhouse. C'est un super festival littéraire. Un très joli salon, hyper sympa, auquel je suis déjà allée l'année dernière, qui est très familial et que j'ai beaucoup aimé. Et lors de ce salon, lors de ce festival, ils remettent un prix. Il y a une sélection qui est faite chaque année et les membres du jury donc élisent le meilleur polar de l'année. Cette année, j'ai été sélectionnée pour faire partie des membres du jury. Il y a une sélection de 8 livres, de 8 romans, de 8 polars, sortis donc en 2023. Et sur les 8 sélectionnés, j'en ai déjà lu 3, à savoir Hurlement de Alexis Lepsker, L'île des souvenirs de Christelle Duchamp et L'île de Yule de Johanna Gustafsson. 3 romans que j'ai beaucoup aimés, les 3. Et voilà, il y en a d'autres que je n'ai pas encore eu le plaisir de découvrir et que donc je vais recevoir pour les lire. Il y a donc La détresse des roses de Jacques Jacoli aux éditions Hugo Thriller. Merci aux éditions Hugo Thriller pour l'envoi de ce roman. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Les tuer après avoir abusé d'elles ne lui suffit pas. C'est en les dépeçant qu'il accède à la plus grande jouissance. Et parce qu'il est fier de lui, fier de son pouvoir sur ces femmes, il faut que le monde sache. Alors il expose son œuvre en disséminant des fragments. Ici un tronc, là un bassin, ailleurs une tête. Des deux côtés de la frontière franco-belge débute une enquête qui marquera les esprits. Particulièrement celui de Mélanie Penning, en poste à la crime depuis 1 an. Seule femme aux homicides, elle a tout approuvé et ne compte pas laisser ce prédateur continuer à faire son marché dans le monde de la nuit. Là où sa jeune sœur a ses habitudes. Wow. Trop bien. Et ben j'ai trop hâte. Trop cool.
J'aime beaucoup les couleurs de cette couverture, c'est très joli. Bon bah, génial, donc ça va être une super aventure, j'ai hyper hâte de démarrer et de découvrir les romans que je ne connais pas et puis ça va être très chouette je pense de partager, avec les membres du jury sur ces lectures et puis de faire, la petite sélection, le petit voilà, de voter, ça va être hyper chouette. Donc j'ai vraiment hâte de m'y mettre. Sur ce, je ne fais pas plus long, je suis prise par le temps, mais je vous retrouve, tout bientôt parce que j'ai pas mal de romans dont il faut que je vous parle, de superbes lectures, donc je reviens très vite. À plus. Coucou! Je reviens pour vous parler de plusieurs romans. Je vais commencer de suite avec L'Initié. L'Initié de Elina Vorger, ou Vorger, je ne sais pas comment ça se dit. C'est un roman qui est publié aux éditions Michel Lafon. Et pour moi, c'est un roman qui sort un peu des sentiers battus. Un roman voilà, j'ai pas vraiment l'habitude de lire ce genre de choses et j'avais jamais vu Michel Lafon publier, ce genre de roman non plus. Après bon, je ne suis pas au fait de tout ce que publie Michel Lafon, mais j'étais assez étonnée et ça a été un plaisir en tout cas pour moi de le découvrir. Pour l'histoire, on rencontre Ellie, Elisabeth, qui vit à Londres et qui se réveille un matin en ayant une sorte de révélation. Elle va, se rendre compte qu'elle est pas vraiment là où elle devrait être, qu'elle n'est pas à sa place et qu'en quelque sorte il lui manque une part d'elle-même. Elle va donc décider de tout plaquer du jour au lendemain et de partir en voyage en Grèce, là où la mènent ses intuitions en quelque sorte. Elle va suivre ce qu'elle ressent, elle va savoir que c'est là qu'elle doit aller. Je ne vais pas en dire beaucoup plus sur l'histoire parce que c'est un roman qui est court, il fait à peine 200 pages, c'est pas écrit petit, donc ça se lit très vite. Donc si j'en dis trop, ça serait dommage, ça gâcherait un peu le charme et le plaisir de lire ce roman, donc je vais pas en dire plus. Ce que je peux dire en revanche, c'est que les chapitres sont courts, la lecture est hyper fluide, donc ça se lit vraiment très bien. Et au-delà de ça, c'est un roman, dans lequel il est question d'amour, d'amitié, de rencontres, de quête de soi, de, de 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 savoir, s'écouter, écouter ses intuitions, leur faire confiance, de reprise de confiance en soi, de résilience. C'est un très joli voyage initiatique qui est proposé dans ce roman. C'est un roman, dans lequel évidemment il est question d'éveil de spiritualité et c'est plutôt bien fait. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à le découvrir. Je vais pas en dire beaucoup plus, si ce n'est que ça se passe aussi dans un cadre assez sympathique, assez joli, en Grèce. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire en tout cas, c'est une jolie lecture et bah, je voilà, l'initié. Ensuite, je vais vous parler de celui-là. Alors celui-là, contrairement au précédent, c'est un sacré pavé. Atlas, Atlas, l'histoire de Passolt, qui est le dernier, l'ultime tome de la saga des Sept Sœurs de Lucinda Riley, publié aux éditions Charleston. Ce roman n'a pas été juste écrit par Lucinda Riley, puisque Lucinda Riley nous a quittés il y a un an ou deux, ah, je ne sais plus. Un an, je dirais. Bref, en tout cas, c'est son fils qui a pris, le relais, la relève et qui a écrit en grande partie ce tome. Lucinda Riley lui avait évidemment, laissé des consignes au cas où il lui arriverait malheur. Hem et donc voilà, donc c'est lui qui a écrit ce tome. Heu, Franchement, ça se ressent pas dans la lecture. Enfin, moi, ça m'a pas du tout, posé, de problème et j'ai pas eu l'impression de lire un roman écrit par quelqu'un d'autre. C'est vraiment, ça il y a une cohérence et une fluidité, dans cette saga, en tout cas. Et alors ce tome, waouh! J'ai adoré. J'ai vraiment adoré. J'ai trouvé que c'était, vraiment une façon de finir en beauté avec l'histoire de Passolt, du coup de Atlas, le père de cette fratrie, le père de ces 7 sœurs. On on retrace, tout son parcours à travers, ses mots, à travers un carnet qu'il a laissé, à ses filles. Voilà, il nous parle de tout ce qu'il a vécu, de son passé, de l'enfance à l'homme, qu'il est devenu et c'est une histoire, fascinante, poignante, avec un passé, difficile, douloureux. Il a vécu des choses absolument, dramatiques, atroces avec, beaucoup de voilà, de douleurs, de pertes, hem
et en fait, bah, on comprend tout. J'ai trouvé que les liens, en fait, sont dingues. Parce qu'évidemment, on comprend pourquoi il a adopté, telle fille, telle fille et cetera et les liens se font, mais de façon magistrale. J'ai trouvé ça brillant. J'ai qu'une envie, moi, c'est de relire la saga complète pour comprendre parce qu'en fait, on retrouve des personnages, je dis: «Oh purée, mais incroyable quoi!» et bref, ça donne très, très envie de relire la saga pour essayer de voir ce qu'on n'a pas vu lors de la première lecture. Je l'ai trouvé vraiment incroyable. Donc l'histoire de Passolt est fascinante. On comprend mieux le pourquoi du comment, pourquoi il est devenu cet homme-là, si mystérieux, si énigmatique, pourquoi on savait finalement si peu de choses à son sujet, pourquoi même ses propres filles ne savaient finalement quasiment rien, le concernant. J'ai ça pour moi, c'est ce qui est vraiment génial dans ce tome, c'est que ça lève absolument tous les mystères et ça répond à toutes les questions et les interrogations qu'on pouvait avoir ou en tout cas que moi j'avais. Je n'en ai plus aucune et j'ai juste, voilà, j'ai juste refermé le bouquin, les larmes aux yeux en me disant: bah, franchement brillant quoi. Bravo à Lucinda Riley d'avoir, pensé, d'avoir imaginé une histoire comme celle-là, où il y a vraiment tellement de liens qui sont faits, enfin tout s'imbrique, j'ai trouvé ça époustouflant, vraiment génial, brillant. Et puis c'est aussi un plaisir de retrouver, la fratrie complète, donc en fait, elles vont découvrir l'histoire de leur père en lisant les pages d'un carnet qu'il a écrit. Et elles vont le lire, lors du voyage voilà, sur ce bateau. Hem et hem et les retrouver ensemble sur ce bateau, j'ai trouvé ça vraiment chouette parce qu'il y a pareil, il y a des liens qui se font entre elles toutes, entre pas que elles, entre tous les personnages qui gravitent autour d'elles aussi et j'ai trouvé ça brillant, j'ai trouvé ça vraiment bien fait, hyper touchant. Hem Leur lien en fait se renforce et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bouleversant. Ce tome m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup plu et cette saga de manière générale, ben voilà, je la trouvais déjà hyper chouette, mais en fait ce tome ajoute un truc supplémentaire parce qu'on se dit: «Mais pour avoir imaginé ça, pour avoir créé quelque chose comme ça, où tu as des liens qui se font dans tous les tomes. Enfin, c'est incroyable et puis au-delà de ça, je trouve que cette saga, c'est, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, on apprend énormément de choses sur l'histoire de manière générale avec un grand H, hem, en tout cas sur cette période-là. Hem Et en fait, Lucinda Riley, elle a eu cette capacité de vulgariser des choses, une partie de l'histoire et de la rendre, facile d'accès et hem et donc d'un point de vue, culture, c'est hyper intéressant et c'est une saga qui nous fait voyager, mais de façon, incroyable et encore dans ce tome-là, on voyage et en fait, on voyage à travers finalement toutes les destinations, qu'on a déjà découvertes dans les tomes précédents. Donc on retrouve tout ça, on retrouve en fait, c'est tous les tomes, réunis en un seul en quelque sorte, puisqu'il y a des liens avec tous les tomes précédents. Donc on retrouve plein de choses, on retrouve plein de lieux, on retrouve plein de personnages qu'on a croisés dans les tomes précédents et j'ai trouvé ça génial. Voilà, bref, je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que je pense que vous avez compris mon enthousiasme, par rapport à ce roman et à ce tome-là et par rapport à la saga de manière générale. Si vous n'avez pas encore lu la saga des 7 sœurs, bah foncez, franchement elle est dingue. Voilà, je suis complètement fan. Je vais terminer en ouvrant 2 paquets avec vous. Alors le premier j'ai, le retour du coucou de mon facteur. Trop cool. Oui, alors
Tac. L'ombre, un roman de Franck Olivier. Les bandeaux. Non, merci. Aux éditions Albin Michel. Alors c'est un roman que je reçois dans le cadre du jury du festival Sans Nom, puisque je suis membre du jury pour ce festival qui aura lieu à Mulhouse en octobre. Et donc j'ai quelques romans à lire. Je vous lis la 4e de couverture. Prêtre aux États-Unis, exfiltré à Rome, exilé en Indonésie, Patrick Holman s'est livré à une série de meurtres barbares avant d'être arrêté et exécuté. 20 ans après sa mort, un corps mutilé dans les montagnes de Californie ranime son souvenir. Est-ce une émule ou plutôt un disciple qui a commis cet acte atroce? L'agent spécial Michel Ventura se tourne vers Nicholas Foster, célèbre écrivain et profiler devenu consultant du FBI. Fasciné par Holman, il s'est nourri de la pensée du prêtre pour disséquer la mécanique du crime. Mais jusqu'à quel point? Entre horreur et sublime, Franck Olivier, scénariste français rompu aux méthodes américaines, explore la fascination pour le mal dans un thriller remarquable. Super, et ben voilà, il va être lu cet été. Et ensuite, Pourquoi tu pleures de Amélie Antoine. Un marque-page, une petite carte où on me souhaite une bonne lecture. Merci, aux éditions Le Muscadier, que je ne connaissais pas. Donc, Pourquoi tu pleures de Amélie Antoine aux éditions Le Muscadier, noir en l'occurrence. Vous êtes sur le répondeur de Maxime, laissez-moi un message. Pour la 10e fois, la 100e fois, je raccroche. Je laisse passer une poignée de secondes et puis je rappelle. Encore. J'erre chez nous, je tourne comme un lion en cage. Il est 3 heures du matin, mon mari s'est volatilisé en pleine nuit, la chambre de mon bébé est vide. Vide. Waouh. Un roman noir aux allures de thriller qui sonde les abysses les plus profondes de l'âme humaine. Peut-on jamais vraiment connaître les personnes qui partagent notre vie? Ouh, bah dis donc, cette 4e de couverture, mon Dieu, ça me donne trop envie. Voilà, roman de Amélie Antoine que j'ai très envie de lire et que j'avais déjà très envie de lire avant cette aventure, donc génial parce qu'il fait aussi partie du prix du festival Sans Nom, donc je suis bien contente de pouvoir le découvrir. Trop cool, et ben j'ai hâte. Sur ce, je vais vous laisser et j'espère avoir le temps de vous reprendre pour vous parler d'autres lectures de la semaine. Ciao. Hello. Je reviens de la boîte aux lettres et alors mon colis est défoncé. L'enveloppe est complètement explosée. J'ai trop peur de l'état dans lequel je vais retrouver le bouquin en ouvrant ça. Franchement, colis malmené. Bon, bref. Bon. Il a un petit peu morflé là, mais ça va. Il est beau, hein. Il est un petit peu morflé quand même. Hein. La couverture est un peu destroy. Mais voilà. Audrey Hepburn. C'est un roman graphique en noir et blanc qui est une biographie en fait de la vie de Audrey Hepburn. Alors, Audrey Hepburn, véritable star d'Hollywood, icône de la mode depuis les années 1950, Audrey Hepburn a charmé le monde entier par son élégance naturelle et son regard pétillant. Pourtant, le destin n'a pas souri immédiatement à cette enfant, élevée sous les bombes de la Seconde Guerre mondiale. Mal nourrie, elle abandonne son rêve de devenir danseuse étoile, mais trouve refuge au théâtre et au cinéma. C'est finalement en devenant mère et ambassadrice d'UNICEF qu'Audrey découvre ses rôles préférés et met à profit sa célébrité pour se consacrer aux plus démunis.
Une biographie agrémentée d'un entretien inédit avec le fils cadet d'Audrey Hepburn. Trop bien. Trop, trop bien. Et ben, je suis ravie. Audrey Hepburn, je connais évidemment le nom de cette dame. Je connais peu son histoire, trop peu. J'avais très très envie de découvrir et je suis ravie de pouvoir le faire sous ce format-là qui est, qui à mon sens est agréable et ludique. Je trouve ça hyper chouette. Donc je suis vraiment ravie. Voilà, je vous montre vite fait l'intérieur. Voilà, trop cool. Et ben je vous en dirai des nouvelles prochainement. J'ai hâte de pouvoir découvrir ça et en apprendre plus sur Audrey Hepburn. Trop bien. Il y a une citation hyper chouette là. Celui qui ne croit pas au miracle n'est pas réaliste. J'adore. Voilà, sur ce, on se retrouve un petit peu plus tard. Hello, je vous retrouve pour vous parler de ce roman, Les héritières de Lowestoft, le tome 2, Le secret de Mathilda. C'est écrit par Corinna Baumann, publié aux éditions Charleston. C'est un beau bébé. Il fait suite au tome 1 qui s'appelait Le choix d'Agneta et que j'ai eu l'occasion de découvrir l'année dernière et que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et là, on est sur la même lignée et je l'ai beaucoup apprécié aussi. L'histoire, on retrouve Mathilda. Mathilda a 17 ans et elle devient subitement orpheline. Son père est décédé quelques années auparavant déjà et là sa mère vient elle également à mourir. Donc ça laisse Mathilda seule. Agneta va venir à la rescousse. Agneta, c'est donc la comtesse de Lowestoft, le personnage qu'on avait pu découvrir dans le tome précédent. Elle va devenir la tutrice de Mathilda. C'est à la demande de la mère de Mathilda, donc, qui avait fait cette demande-là avant de mourir. Donc Mathilda va se retrouver à Lowestoft et va devoir s'acclimater et se faire à un environnement qu'elle ne connaît pas et dans lequel elle n'a pas du tout évolué. Cette haute société, c'est pas du tout ce qu'elle a connu, elle étant enfant. Elle va devoir également se faire à une nouvelle famille, à de nouvelles personnes qu'elle ne connaît pas et qui vont pas forcément toutes lui rendre la tâche facile. J'ai beaucoup aimé. Alors déjà, saga historique familiale, l'histoire a une place importante et rend vraiment la lecture captivante. Moi, j'ai adoré ce côté-là. Au-delà de ça, les personnages sont touchants, sont attachants. Mathilda, c'est une jeune femme, déjà hyper, courageuse, hyper forte, qui est remplie de résilience et puis aussi, c'est une femme, assez, moderne, assez avant-gardiste malgré tout et qui y va quoi, qui se donne. Et j'ai trouvé qu'en fait, finalement, elle ressemblait pas mal à Agneta, au tempérament d'Agneta qu'on avait découvert dans le tome 1. Elle était beaucoup comme ça aussi, Agneta, très, très moderne, très avant-gardiste, et ça, on le retrouve beaucoup chez elle. D'ailleurs, Agneta, dans ce tome, finalement, j'ai trouvé qu'elle était, moins, enfin, plus effacée, moins vive en fait, moins énergique, un peu, plus, j j'ai limite envie de dire abattue, à moins, se battre quoi, ouais. Hem, Bref, au-delà de ça, alors ce qui est génial, ce que moi j'adore, c'est que c'est un roman au secret de famille et je suis très, très friande de ça, donc ça m'a beaucoup plu. Secret de famille, non dit, sauf qu'évidemment, quand la vérité éclate, et elle finit toujours par éclater, et ben ça peut faire des dégâts. Et alors là, des secrets, il y en a en pagaille, il y en a en pagaille et qui concernent plein de personnages différents et ça finit toujours par éclater. Et ça fait mal. Ça fait très mal et ça crée beaucoup de tension entre certains personnages. Ça crée beaucoup de distance aussi entre certains personnages. Hem, mais ça rend les choses hyper intéressantes. Voilà, ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est le sens du devoir de Mathilda. Et encore une fois, c'est un trait qu'elle a en commun avec Agneta, parce qu'elle a aussi eu ça dans le tome précédent et ça m'avait beaucoup plu. J'ai aimé le côté résilience et le côté, pardon de ce tome. C'est un tome aussi où il est question d'amour, perdu et d'amour retrouvé, de
comment dire? J'allais dire de patience, mais bref, je me comprends, et puis comprendra qui veut et qui l'a lu. Hem, j'ai pas grand-chose de plus à dire, si ce n'est que ce qui me plaît aussi, et en fait, le tome 1, a un peu créé ça et ça se confirme et ça grandit avec ce tome-là. C'est-à-dire que, alors Lohanov, le domaine de Lohanov prend une place hyper importante. Je vais pas dire que c'est un peu comme un personnage à part entière, mais presque. C'est-à-dire qu'on s'y attache. On s'attache à cet endroit-là, à ce lieu-là, parce que ça devient vraiment comme un point d'ancrage et on n'a pas envie de le quitter et on n'a pas envie qu'il lui arrive du mal et on n'a pas envie qu'il court à sa perte. On a envie qu'il soit préservé, que ce lieu-là soit préservé et qu'il prospère même. Hem et donc voilà, j'ai trouvé ça assez sympa et je suis à peu près convaincue que ça va encore s'accroître, ce côté-là, de lieu d'ancrage qu'on a envie de préserver, de protéger, ça va probablement s'accroître encore dans le prochain tome, et ça, j'ai trouvé ça assez sympa qu'on s'attache autant à un lieu finalement, au-delà de s'attacher au personnage. J'ai beaucoup aimé la rencontre avec Igmar aussi, je vais pas en dire beaucoup plus sur Igmar parce que je vous laisse découvrir, mais c'est un personnage qui m'a beaucoup plu dans ce roman. Voilà, bref, une super saga familiale, historique, remplie de secrets de famille, de non-dits et ça c'est trop chouette, j'ai beaucoup aimé et je ne peux que vous recommander de la découvrir à votre tour. J'ai d'ailleurs tac, tout juste commencé ce tome et c'est en ça que je dis que je suis à peu près convaincue que ce côté, ce côté où on tient au domaine de l'ONF et où on a envie de le protéger et de le faire, prospérer et on n'a pas envie que ça s'effondre, je sais que ça va s'accroître dans ce tome parce que je l'ai commencé et que voilà et que ce domaine, nous tient à cœur. Donc voilà, je l'ai commencé en lecture audio, j'en suis déjà à plus de 100 pages et j'aime beaucoup. Et là, on découvre Solveig dans celui-ci. Alors, je vais pas en dire plus, hein, parce que bon, un tome à la fois, mais c'est très prometteur. J'aime beaucoup. Sur ce, je vais vous abandonner. Je devais vous parler d'un autre roman qui est Le Sourire au livre, que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé, mais malheureusement je manque de temps et j'ai un rendez-vous là et donc je ne peux pas et le vlog doit sortir demain et voilà, je suis désolée, je vous en parlerai dans le prochain vlog, j'avais déjà dit ça dans le précédent en vous disant que j'allais en parler cette semaine, mais malheureusement je dois décaler. Donc voilà, j'ai vraiment eu une semaine assez chargée où le soir, la journée je travaillais et le soir j'avais quelque chose de prévu tous les soirs, donc je n'ai pas du tout eu le temps de me poser, j'avais que des petits moments comme ça pour pouvoir filmer deux trois bricoles, mais voilà, je manquais grandement de temps. Donc j'espère pouvoir me rattraper la semaine prochaine, avoir un peu plus de temps, mais normalement oui. Et voilà, je vous parlerai mieux, j'aurai plus de temps parce que là si je le fais, je pourrais le faire, mais j'ai 3 minutes et ça serait bâclé, j'ai pas envie, j'ai envie de prendre le temps et de vous en parler correctement. Donc voilà, je ferai ça la semaine prochaine. Je vous parlerai du sourire au livre et probablement que je vous parlerai de mon avancée de celui-ci et puis d'un roman graphique aussi que j'ai lu ce matin et que j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, je reviens donc la semaine prochaine avec toutes ces jolies lectures dont il faudra que je vous parle. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, un très bon dimanche et une très belle semaine de manière générale parce que je ne sais pas quand vous allez visionner cette vidéo. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite.